Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Supprimé. Il y a quelques temps, j'ai travaillé dans un magasin de baseball, appelé Ballmart, ou un magasin d'articles généraux qui ressemblait à cela. Peu de temps après la grande récession de 2008, et la direction essayait de réduire les coûts en raison de la baisse des bénéfices. L'une des premières mesures prises par la direction a été de licencier 2 des 3 personnes chargées de l'entretien et du nettoyage à temps plein. Celui qu'ils ont gardé, que j'appellerai AE pour agent d'entretien, était formidable dans son travail. Tout le magasin fonctionnait bien grâce à lui et à sa volonté d'aller au-delà de ce qui était nécessaire pour aider les gens. C'était un type vraiment sympa. Pendant 6 mois, la direction a essayé de faire en sorte que ça fonctionne avec un tiers du personnel d'entretien, mais elle a échoué lamentablement. L'agent d'entretien ne pouvait pas tout faire, et, au fil du temps, la direction lui a en plus demandé de coordonner certains employés à temps partiel qui étaient censés s'occuper du nettoyage et des caddies. Il passait tellement de temps à coordonner qu'il n'avait plus de temps à consacrer à l'entretien. L'équipe de nuit a également été réduite, de sorte qu'elle n'a pas pu prendre le relais. En l'espace d'une semaine, 2 événements ont montré à la direction à quel point il était important pour le bon fonctionnement du magasin. Tout d'abord, certaines machines de nettoyage sont tombées en panne. Il s'avère qu'elles doivent être correctement nettoyées chaque semaine, car si elles ne sont pas nettoyées, elles s'encrassent et les pièces s'usent rapidement. La facture des réparations s'élève à plusieurs milliers de dollars, parce qu'on lui a dit de donner la priorité à la coordination des employés à temps partiel plutôt qu'au bricolage des machines. Quelques jours plus tard, la charcutière a failli démissionner après que la lame de la trancheuse se soit détachée et qu'elle ait pu se blesser gravement au visage. Il s'est avéré que le boulon qui la maintient en place était desserré et que l'agent d'entretien l'avait resserré chaque semaine pour elle. Lorsqu'il n'a plus eu le temps de le faire, il a dit à la direction qu'il fallait remplacer la trancheuse pour des raisons de sécurité, ce que la direction n'a pas fait parce que cela coûtait de l'argent, mais elle a dit aux gens que c'était réparé. La direction s'est donc assise avec lui et lui a demandé pourquoi les choses allaient mal. L'agent d'entretien a répondu sans embâge qu'il avait besoin de temps pour la maintenance et que quelqu'un d'autre devait coordonner les nettoyeurs à temps partiel et les contrôler. Ils étaient plutôt paresseux. La direction a dit qu'il racontait des cracks, qu'il fallait que l'entretien soit facile et rapide. L'agent d'entretien s'est mis en colère parce que cela insultait son professionnalisme et il a sorti son carnet de notes de sa poche arrière. Il s'avère qu'au cours de ses 15 années de carrière, il a rempli son carnet de tableaux, de programmes et de diagrammes expliquant comment faire son travail et assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Il y avait plus d'une centaine de choses qu'il vérifiait chaque semaine ou chaque mois. Il y avait beaucoup de machines qu'il maintenait en état de marche, certaines étaient à moitié cassées et devaient être manipulées d'une certaine manière, etc. Pour être honnête, beaucoup de ces choses représentaient des risques de sécurité mineurs ou majeurs, mais au fil des ans, la direction n'a pas hésité à ne pas remplacer des machines valant plusieurs milliers de dollars si agent d'entretien savait comment les maintenir en état de marche. Il a également fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, comme calibrer des machines pour des départements qui auraient dû le faire eux-mêmes ou les sous-traiter, etc. Mais c'est un gars sympa et il aimait aider les gens. Il m'a dit qu'il avait passé une demi-heure à expliquer à la direction ce qu'il faisait et qu'il soupçonnait que personne n'avait jamais su ce qu'il faisait. Il a peut-être dit quelques jurons et des choses désobligeantes en expliquant à la direction pourquoi il avait besoin de temps pour faire des choses, mais ce n'était pas un bon moment pour lui et il était furieux. À la fin, il a remis son carnet dans sa poche et a proposé de prendre une semaine pour rédiger tout ce qu'il savait afin que la direction ait une preuve écrite de l'importance de son travail, au cas où un supérieur demanderait pourquoi ils ont augmenté les coûts de maintenance alors que l'entreprise exigeait qu'ils réduisent les coûts. Les nombreux directeurs présents dans la salle se sont regardés et lui ont demandé de partir pour qu'il puisse parler en privé. Il m'a raconté, plusieurs années plus tard, lorsque je l'ai croisé quelque part et que j'ai déjeuné avec lui, qu'il avait eu un pressentiment en sortant de la pièce, qu'il était allé dans l'arrière-boutique et qu'il avait jeté son carnet de notes dans le compacteur à ordures. Pour faire bonne mesure, il a ensuite fait le tour du magasin, a vidé toutes les poubelles et les y a jetées afin que son carnet soit enterré comme il se doit. Cela ne le dérangeait pas, car toutes ces informations étaient dans sa tête. Quelques minutes plus tard, la direction l'a rappelé. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui permettre de continuer à travailler dans cet établissement en raison du degré d'insubordination dont il avait fait preuve. Ils lui ont dit que dès qu'il remettrait son badge, son cutter et son carnet de notes, il serait escorté hors du bâtiment par la sécurité. Ils l'ont en fait traité comme un criminel, alors que la plupart des personnes licenciées ne sont pas escortées hors du bâtiment, à moins qu'elles ne soient soupçonnées d'avoir commis un crime qui ne peut être prouvé. Il a remis son badge et son cutter, et on lui a demandé son carnet. Il a répondu qu'il l'avait jeté dans le compacteur. Ils ont écarquillé les yeux et lui ont demandé pourquoi il l'avait jeté. Il a répondu qu'il pensait qu'il allait tout écrire de mémoire sur l'ordinateur et qu'il pensait donc en avoir fini avec le carnet. À ce moment-là, la direction commence à se regarder avec inquiétude, car elle avait l'intention de prendre son carnet, de le licencier et de confier son travail à un employé à temps partiel, qui ne bénéficie pas des avantages coûteux d'un employé à temps plein.
Mais ils ne peuvent plus le faire. L'un des directeurs a suggéré qu'il soit autorisé à rédiger les informations avant d'être escorté vers la sortie, ce que les autres ont accepté. Il a eu de la chance de ne pas être licencié juste le temps de leur donner l'information. Quelle gentillesse! Il a ri et est sorti, la tête haute, et la direction l'a suivi jusqu'à sa voiture pour s'assurer qu'il était bien parti. Je n'ai pas de chiffre exact, mais j'estime que le magasin a dû dépenser au moins 20 ou 30 000 $ pour remplacer des équipements que l'agent d'entretien avait laissé fonctionner au-delà de leur durée de vie, et le nouveau collaborateur qu'ils ont embauché a eu beaucoup de mal à comprendre comment les choses fonctionnaient. Pour être honnête, dans certains cas, l'agent d'entretien était allé trop loin. Par exemple en créant des risques d'incendie, en scotchant des chargeurs cassés après les avoir recablés au lieu de les jeter. Mais la direction ne s'était jamais plainte lorsqu'il lui avait fait économiser de l'argent. Il y avait aussi beaucoup de choses qui auraient dû être faites par le service de santé et de sécurité, ou par les départements, mais ils ne se sont jamais plaints d'avoir moins de travail. Je lui ai demandé s'il était illégal de jeter ce carnet, mais il m'a répondu qu'il s'agissait d'un objet personnel qui l'aidait à se souvenir de certaines choses, et non d'un carnet fourni par le travail. Il était fier de ce qu'il avait fait, et sa fierté transparaissait clairement dans la manière dont il racontait l'histoire. Il a déclaré que personne n'avait le droit de remettre en question son jugement professionnel en insinuant qu'il était paresseux. Je suis complètement d'accord avec ça. Et voilà ce qui se passe quand t'as une personne qui tient l'entreprise à bout de bras pour que ça tourne correctement et qu'elle se fait virer. Et bah forcément, il y a tout qui tombe en miettes. Dans les commentaires, Decide nous a posté une histoire semblable. Dans un ancien emploi, une femme a créé une base de données pour son travail, afin de savoir où se trouvait quoi plus facilement. Elle l'a installée sur son ordinateur portable et en a également mis une copie sur son ordinateur professionnel. Comme on cherchait à supprimer progressivement son service et à le transférer dans un nouveau bâtiment, on a gardé à peu près tout le monde, sauf elle et une autre personne, sur les 8 qui travaillaient là. Comme d'autres collègues utilisaient sa base de données pour trouver et récupérer plus facilement des informations, personne n'a vraiment pensé qu'elle l'avait créée et qu'elle était pratiquement la seule à y avoir accès. Elle a fini par effacer sa base de données sur son ordinateur professionnel lorsqu'elle l'a reformaté, et a pris son ordinateur portable avec elle lorsqu'elle est partie. L'entreprise était furieuse et n'a pas réalisé que cette base de données représentait 15 ans de travail et a été obligée de retourner fouiller dans des armoires de documents papier pour retrouver des choses. Elle a passé des tonnes d'heures à enregistrer toutes ces données dans ses dossiers, et c'était amusant lorsque l'entreprise voulait la poursuivre en justice pour la perte subie. Elle a répondu que s'il voulait qu'elle recrée la base de données, elle le ferait volontiers, et leur a présenté une facture pour le temps qu'elle avait consacré à la création de cette base de données. L'entreprise a refusé. Ah, les entreprises, s'il y a moyen d'avoir du travail gratuit, elles vont pas se gêner. L'histoire suivante est postée par Elixir MTL. Un préambule. J'étais marié à un homme très obsessionnel et pragmatique. Par exemple, pour lui, un grand geste romantique avait été de me laisser seul pendant 24 heures à l'hôpital juste après la naissance de notre fils, pour qu'il puisse aller payer les factures et tondre la pelouse. 20 ans plus tard, je comprends qu'il exprimait vraiment son amour de cette façon, mais c'est une autre histoire. J'avais un besoin urgent de contact physique, parce qu'il ne me touchait jamais, à moins qu'il ne veuille du sexe, très fade, et il ne m'embrassait jamais. L'histoire ne parle pas de lui, ce n'est qu'un préambule. J'ai donc divorcé, non seulement pour ce qui précède, mais aussi parce que je me sentais seul et mal aimé dans cette relation. Je l'ai écrit pour expliquer l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai rencontré cette autre personne que nous appellerons PS. PS était tout le contraire. Il était très à l'écoute de ses émotions. Il était très, très intense. Cela sera important plus tard. Il exprimait vraiment l'amour comme je pensais en avoir besoin. Lors de notre premier rendez-vous, la serveuse m'a demandé depuis combien de temps nous étions ensemble, car il était tellement attentionné et me touchait. Il m'a fait me sentir merveilleuse. Il avait une grande maison et un style de vie plutôt tape à l'œil. J'ai donc supposé qu'il était très bien loti. Il m'a dit qu'il était propriétaire d'une station de lavage de voitures et d'une société de marketing téléphonique. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an, et il venait de me demander, ainsi qu'à mon fils, d'emménager avec lui. Je n'étais pas sûr à 100%, mais il a tout de même préparé la chambre pour mon fils. Lorsque j'ai commencé à passer plus de temps chez lui, tout en gardant ma maison, j'ai commencé à observer des comportements étranges. Il était debout toute la nuit, mais dormait toute la journée. J'ai également surpris quelques appels téléphoniques, où il disait à des gens qu'ils devaient de l'argent et qu'ils devaient le payer. Mais les conversations ne correspondaient pas à une entreprise de lavage de voitures ou de marketing téléphonique. À un moment donné, il m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent, que ses gros clients tardaient à le payer et que cela compromettait le paiement de sa maison. J'ai donc, stupidement, proposé mon aide. J'ai oublié une partie de l'histoire, car j'ai commencé par lui proposer de l'aider à payer sa maison, puisque nous étions souvent là-bas. J'avais toujours ma maison, mais j'ai fini par lui prêter 25 000 $. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là.
Il m'a dit que le prêt était censé durer 3 semaines. J'aurais tout récupéré en 3 semaines. 3 semaines. Ces 25 000 $ provenaient de mon épargne retraite et de l'argent pour les études de mon fils, et j'ai donc dû payer pour y avoir accès. C'est aussi de l'argent que j'ai mis 10 ans à mettre de côté. Cet argent était très important pour moi. Pendant ces 3 semaines, je suis sorti boire un verre avec mes amis, et je l'ai trouvé en rendez-vous avec une autre femme. Je l'ai vu embrasser une autre femme. Je n'ai rien dit, je suis allé chez lui, j'ai fait mes valises, et je suis parti. De toute façon, je pensais qu'il serait adulte et qu'il me rembourserait quand même les 25 000 $ à la fin de ces 3 semaines. Grosse erreur. Quelqu'un que je connaissais m'a dit qu'il était content que je sois parti, et m'a parlé de lui. Il a dit que PS était un drogué, accro au GHB, ce qui expliquait pourquoi il était si intense et à fond dans ses émotions. Cela expliquait également ses habitudes de sommeil et de nuit erratiques, mais le coup de grâce a été donné lorsqu'il m'a dit que PS était également un escroc, un spécialiste de l'escroquerie par téléphone auprès des personnes âgées, sa soi-disant société de marketing téléphonique. Au début, je n'étais pas sûr d'y croire, mais des bribes de ce que j'avais entendu au cours de l'année écoulée ont commencé à faire sens, et j'ai réalisé que tout cela était vrai. J'y reviendrai plus tard. J'ai essayé de récupérer mon argent de différentes manières, mais aucune n'a fonctionné. J'étais au bout du rouleau, et comme c'était dans les années qui ont suivi le divorce, et juste après le crash économique de 2008-2009, j'ai été fauché comme les blés. Voici ce que j'ai fait. Premièrement, il m'avait donné son mot de passe afin que je puisse payer les factures en ligne. Pas de ses comptes bancaires, mais de sa boîte mail. J'ai donc pu examiner tous ses comptes avec le même mot de passe. J'ai imprimé, fait des captures d'écran de toutes les informations relatives à l'argent. J'ai trouvé la preuve qu'il escroquait effectivement les gens et j'ai trouvé les personnes avec lesquelles il travaillait, et même la personne de la banque qui facilitait le transfert d'argent. J'ai découvert qu'il s'agissait d'un criminel organisé. J'ai également découvert qu'il faisait cela entre 2 pays. J'ai commencé à préparer la première frappe. Frappe 1. Pour la première frappe, j'ai imprimé son visage et celui de tous ceux qui travaillaient pour ou avec lui, à partir de leur profil en ligne, pour escroquer les gens, et j'ai laissé des centaines de prospectus dans son quartier. J'ai également appelé le service d'assistance téléphonique pour la prévention de la criminalité financière dans les 2 pays, et j'ai donné des détails et des noms très précis. Je sais que même s'il m'avait donné l'argent, j'aurais agi de la même manière, car cela va à l'encontre de mes valeurs fondamentales. À ce stade, je préparais également la deuxième frappe. Frappe 2. J'ai été stupide en lui prêtant de l'argent, mais au moins, je l'ai fait de la bonne manière. J'ai fait un chèque, je ne l'ai pas fait en argent liquide. J'ai voulu une preuve, au cas où. Cela s'est avéré être une excellente idée. Sur le chèque, j'avais écrit qu'il s'agissait d'un prêt. Comme il ne m'a pas remboursé, j'ai préparé une facture et je me la suis envoyée à partir de son adresse mail piratée. Lorsque le moment est venu de faire mes impôts, j'ai déclaré les 25 000 $ comme une dépense en utilisant cette facture. J'ai beaucoup de freelance et je l'ai classé comme l'un d'entre eux. Et c'est passé. Ne me demandez pas comment j'ai obtenu son numéro de sécurité sociale, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai fini par y avoir accès et je l'ai dénoncé au fisc pour dissimulation de revenus. J'ai appris plus tard par des amis que le fisc avait commencé à enquêter sur lui pour impôts impayés. J'ai entendu dire qu'il avait dû payer 38% d'impôts sur ses 25 000 $, plus une amende de 20% pour ne pas avoir déclaré ses revenus. À ce stade, j'étais satisfaite. Je me suis dit que 9 500 $ d'impôts plus 5 000 $ d'amende représentaient 50% de ce qu'il me devait. Au moins, il ne s'en est pas tiré à si bon compte. Mais n'oubliez pas que j'avais marqué sur le chèque que c'était un prêt. J'ai donc mis 2 à 3 ans, mais je l'ai poursuivi en justice, et j'ai gagné. Il ne s'est même pas présenté. Il doit donc rembourser la totalité des 25 000 $, plus les frais de justice, plus ceux qu'il doit au fisc, soit 39 500 $ qu'il devait payer pour ne pas avoir remboursé 25 000 $. À ce jour, je n'ai toujours pas vu un centime, mais la suite de l'histoire en vaut la peine. Pendant un certain temps, j'ai pensé que l'appel que j'avais lancé pour lutter contre la criminalité financière n'avait eu aucun effet. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les impôts faisaient équipe avec la division fraude fiscale et examinaient tout ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas réussi à l'attraper pour la fraude en ligne, mais comme la maison qu'il possédait ne correspondait pas à l'argent qu'il déclarait, ils l'ont attrapé pour évasion fiscale et lui ont donné un certain délai pour payer ses impôts. J'ai entendu dire que c'était seulement 3 mois, mais je ne sais pas si c'est exact. Ils l'ont tellement bien eu qu'ils ont fini par geler ses comptes et il a perdu sa maison. La banque l'a saisi, et sa dette envers les impôts est toujours ouverte. Nous ne sommes pas aux États-Unis, donc il n'ira pas en prison pour cela cependant. Mais mes 25 000 $ qu'il ne voulait pas rembourser lui ont coûté plus d'un demi-million de $,
Et comme on ne peut pas faire faillite pour une dette envers le gouvernement, je suis heureuse de vous dire qu'à 40 ans, il a dû retourner chez ses parents et demander l'aide sociale, et qu'il devra probablement payer cette somme pour le reste de sa vie. Cette histoire n'est cependant pas terminée. Je viens d'apprendre qu'il a maintenant un emploi de concierge dans l'immeuble de ses parents. Je vais donc contacter le tribunal pour que l'argent qu'il me doit soit prélevé directement sur son salaire. Le truc, c'est qu'il n'a aucune idée que je suis la coupable de toute sa malchance, et il m'a récemment envoyé un message me disant que je lui manque, que j'ai été un ange pour lui, et qu'il regrette ce qu'il a fait. Eh bien, pas moi, loser. Pas moi. Eh bah Opi, sacrée vengeance. En tout cas, comme quoi c'est une preuve. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, faites toujours en sorte qu'il y ait une trace. Même si c'est quelqu'un de proche, on sait jamais. Puis bon, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Alors si vous empruntez de l'argent à un ami, pensez à lui rendre le plus vite possible, ça évitera plein de problèmes à vous et à lui. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.